fait générer par IA, je lui dis message, génère-moi une image sur le financement de l'eau et sur l'éducation sur l'eau. Donc c'était ça, c'est ChatGPT. Voilà, pour rester dans l'esprit dans l'esprit de l'intelligence artificielle. Alors, très rapidement, on a parlé depuis ce matin sur cette transformation que va connaître le Maroc concernant l'eau, une transformation très rapide dans un laps de temps qui est très court. Il va sans dire que la partie formation est extrêmement importante. On a besoin de former, et souvent quand le sujet de la formation est évoqué, on l'évoque pour des hydrologues, on l'évoque pour des ingénieurs en génie civil, en procédé, en chimie. Mais on oublie les sciences sociales, on oublie les financiers, les économistes, on oublie les sociologues. Parce que la problématique de l'eau n'est pas uniquement une problématique technique, mais c'est une problématique qui est transversale. Alors, je vais parler principalement des business schools que je connais mieux. Il y a déjà, avant 2000, on ne parlait pas beaucoup de durabilité d'éthique dans les business schools. On en parlait d'une manière sporadique, mais c'était Enron, 2001, souvenez-vous, WorldCom, 2003, Parmalat, les scandales financiers, qui ont remis au bout du jour la problématique du contrôle interne, l'éthique. Ensuite, nous avons eu la crise financière de 2007, et on a commencé à se poser la question, est-ce que la finance est un moyen ou bien une finalité? Ensuite, il y a eu les accords de Paris en 2015, il y a eu bien sûr les ODD en 2015, des événements très importants, et ça, à partir de là, le discours sur la durabilité, l'éthique, le financement socialement responsable a commencé à prendre beaucoup plus de force dans les business schools, et finalement Covid, qui au-delà d'être une crise sanitaire, c'est aussi une crise environnementale, il ne faut pas oublier que, si on n'est pas dans les logiques de conspiracy theory, c'est aussi une crise qui est due au fait de la proximité de l'humain par rapport aux zones naturelles. Et c'est une crise fondamentale surtout que le système de santé, même dans les pays développés, est un système qui n'était pas durable. Et donc c'est avec ça qu'on a commencé à parler de durabilité. Quand on a parlé de durabilité, ça a pris plusieurs formes. Il y avait des formes de... On a commencé à penser à changer les programmes. Les étudiants ont commencé à faire plein d'activités, plein de clubs autour de la durabilité. On a commencé à penser à des campus verts, à l'économie d'énergie, au recyclage, le tri sélectif, et surtout on a commencé à faire beaucoup plus de recherches dans ces thématiques. Et l'exemple que vous avez vu ce matin sur le Centre international de l'eau est un exemple très important. Cependant, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que généralement la formation sur la durabilité était plus axée sur l'énergie verte surtout plutôt que sur l'eau. Donc si j'ai pris juste 3 exemples de programmes que je connais, par exemple sur le CIFE programme, c'est un programme de référence pour les financiers, sur la certification ESG, vous avez trouvé qu'on parle plus d'énergie que d'eau. La même chose sur le CISI, qui est le Chartered Institute for Securities Investments au Royaume-Uni. Sur le programme financement durable, on parle plus que d'eau que d'énergie. On parle d'énergie que d'eau. Et la même chose au niveau des certifications, par exemple le Business School Paytech, mais il y a d'autres. Mais c'est juste pour dire qu'aujourd'hui, quand on parle de financement et adapter le curriculum financier à la durabilité, c'est surtout le sujet énergie verte qui l'emporte plutôt que le sujet. Heureusement, ça commence à changer pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est qu'on a besoin de beaucoup d'argent, on a vu ça ce matin. Pour faire une station de dessalement, vous avez besoin d'$1 milliard de dollars par exemple. Faire du traitement des eaux usées, c'est des financements très importants. Et donc on a besoin de financement. Et les gaps de financement sont extrêmement importants. C'est pour ça qu'on a besoin de la participation du secteur privé, du secteur financier, comme l'a bien expliqué nos collègues, M. Chara, notre collègue de Tsiongwicom, etc. Donc les gaps deviennent beaucoup plus importants. Nous sommes également beaucoup plus exposés aux risques physiques. Et tout à l'heure, dans la démonstration qu'a fait M. Chara sur la partie risque physique, ça montre que même les acteurs financiers sont super exposés sur leur portefeuille. On a parlé de stress testing, effectivement, donc pas sur l'agriculture, sur l'hôtellerie, sur le secteur minier, sur l'industrie, c'est plein de secteurs. Donc on a une exposition qu'on appelle matérielle, que ce soit sur le portefeuille existant, soit pour les nouveaux financements. Et finalement, ça devient une problématique mondiale. Quand on voit aujourd'hui ce qui se passe à Barcelone, ça fait quelques années c'était de la science-fiction. Alors aujourd'hui, on est en train de penser à transférer l'eau de Valence à Barcelone par bateau, par exemple. Donc aujourd'hui, la problématique de l'eau devient une problématique mondiale. On avait tout à l'heure l'exposé de notre collègue Moravet sur les pays de l'OIC, mais ça devient quelque chose de mondial. Et donc, pour toutes ces raisons, l'attrait du financement pour l'eau devient beaucoup plus important.
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait en réalité? On fait plusieurs choses au niveau des écoles de commerce sur comment on peut adapter la technique ou bien l'ingénierie financière à la thématique de l'eau. Donc vous avez par exemple plusieurs thématiques dans l'ingénierie financière. Comment on peut développer des produits financiers adaptés à cette thématique? L'année finance, c'est un exemple, mais il n'y a pas que ça. Comment on peut faire des montages qui sont spécifiques, qui permettent de financer des projets en eau, compte tenu de la particularité de ce secteur. Le cas de WARF, c'est un exemple qui est intéressant, la philanthropie, etc. Deuxième point, c'est l'évaluation financière. Comment je peux évaluer un projet en relation avec l'eau? Je prends une station de dessalement, une STEP, n'importe quel investissement. Comment je peux appliquer les techniques financières pour faire une évaluation soit d'un projet, soit d'une entreprise qui opère dans le secteur? Troisième point, c'est ce qu'on appelle la gestion des risques. Donc, quelles sont les techniques stochastiques qui me permettent justement de faire ce stress testing? Par quel modèle? Est-ce que je fais du Monte Carlo? Je fais d'autres modèles financiers? Comment je vais évaluer le risque? Comment je fais l'identification des risques, l'évaluation des impacts, l'évaluation des probabilités? Donc, toute cette partie-là. Et finalement, la mesure d'impact, qui est une partie très fondamentale. Quand on parle de finance bleue, quand on parle de finance verte, la mesure d'impact est fondamentale. Il faut savoir avoir les bons KPI, avoir les bonnes approches, les bonnes taxonomies, pour qu'on puisse mesurer, non pas l'empreinte carbone, mais l'empreinte eau dans ce cas de figure, bien sûr, avec tous les impacts environnementaux et sociaux des projets. Alors, comment se fait l'adaptation très rapidement? Ce sont des sujets qui peuvent prendre du temps, mais vraiment, je vous donne vraiment l'essentiel, comment dire, le premier niveau, c'est vraiment comprendre le secteur. Le secteur de l'eau, on l'a vu aujourd'hui, c'est un secteur qui est différent, c'est un secteur qui est complexe, aussi bien dans sa dimension environnementale, dans sa dimension sociale, dans sa dimension économique. Donc la première chose que les apprenants doivent voir, c'est vraiment avoir compris ce secteur. Ça, c'est vraiment le niveau de base. On ne peut pas faire du finance pour l'eau sans comprendre la dynamique du secteur, les chaînes de valeur, depuis la captation, transport, traitement, distribution, eau usée, etc. Donc il faut vraiment comprendre les intervenants de la chaîne de valeur. Deuxième niveau, qui est un niveau supérieur, une fois qu'on a compris le secteur, quelles sont les techniques qu'on va appliquer? Donc c'est appliquer les techniques financières qu'on connaît tous à ce secteur particulièrement. Donc je prends les techniques, par exemple, techniques de valorisation d'un projet, je prends Monte Carlo, je prends des modèles, et je l'applique à la problématique du secteur. Troisième niveau, et qui est le niveau le plus intéressant à mon avis, c'est vraiment repenser les modèles conventionnels. Parce que appliquer des modèles conventionnels problématiques de l'eau, c'est bien. Mais même les modèles conventionnels eux-mêmes sont basés sur des hypothèses qui ne sont pas valables. Par exemple, quand on parle de croissance continue, croissance illimitée dans une valorisation, est-ce que la croissance illimitée existe dans un monde qui est limité? Donc l'hypothèse de base n'est pas bonne. Les modèles qui ne prennent pas en compte des externalités négatives d'un projet et qui ne sont pas incorporés dans le modèle financier, c'est un modèle qui n'est pas complet. Donc on peut le repenser également. Par exemple, les modèles, parfois on a des techniques qu'on appelle le SROI, donc le Social Return on Investment. Quand on fait même ces modèles-là, on valorise une vie humaine. Par exemple, on dit une vie humaine, ça coûte $1 million. Une personne, par exemple, qui a une indemnité, qui ne peut pas travailler, ça coûte tant. Donc on met une valeur monétaire à une vie humaine. Est-ce que ces modèles sont vraiment adaptés? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'on a besoin de pouvoir retravailler les modèles pour qu'ils puissent épouser le mindset de la durabilité d'une manière générale. Pour finir, trois défis que je vois qui sont très importants. Premièrement, le défi de la complexité. L'eau, c'est un sujet qui est complexe. Ça peut paraître un sujet simple parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais vraiment, quand on rentre dans le détail, on se rend compte que c'est compliqué. On a eu la démonstration aujourd'hui avec toutes ces présentations, que c'est vraiment loin d'être un sujet simple, ne serait-ce que de par sa dimension sociale. Donc c'est un sujet premièrement qui est complexe, il faut prendre le temps de vraiment bien le comprendre. Deuxième élément qui est, à mes yeux, est un challenge, c'est le manque de données. Avoir par exemple juste des études de cas sur des montages financiers, on n'arrive pas à les trouver parce que parfois l'information n'est pas publique, c'était structuré dans un cadre qui n'est pas... Donc en termes de disclosure, on n'a pas assez de données, même les données dont parlait Charles tout à l'heure. C'est vraiment pas facile de les avoir sur les données, sur les risques, en termes de vraiment avoir de la granularité, en termes de déficit, de pluviométrie, de stress hydrique, etc. C'est pas simple de les avoir, donc le manque de données, notamment dans un milieu universitaire. Et finalement, c'est la conduite du changement. Quand vous avez quelqu'un qui a enseigné en finance conventionnelle avec une méthode pendant 20 ans,
le convaincre de changer parce que ça ne marche plus, ça c'est difficile. Donc il y a un travail d'accompagnement et de conduite du changement qu'il faut faire. Voilà. Donc les principales idées, très rapidement, pour poursuivre la journée. Je vous redonne la parole. Merci. Je ne vous laisse pas partir rapidement, c'est trop facile. Hein. Le dernier, on va bien. Absolument. En fait, en votre qualité d'expert international, vous travaillez avec de grandes institutions à travers le monde. Cette question, est-ce qu'elle est inhérente à tous les pays ou bien il y a des degrés de maturité? Est-ce que vous sentez, par exemple, si vous faites un benchmark, c'est qu'il y a des pays qui sont très conscients de la formation comme le fondement de base de tout changement, ou bien, on va dire, comme vous l'avez dit, c'est des choses aussi qui doivent se mettre doucement parce qu'il s'agit d'implémenter des nouveautés sur un existant. Laissez-moi vous donner une bonne nouvelle, c'est que personnellement, je passe la moitié de l'année au Canada, donc je compare entre le Maroc et le Canada. Je peux vous dire que le Maroc, sur ces thématiques, est beaucoup plus avancé. Pour la simple raison qu'au Canada, par exemple, l'eau historiquement été disponible, historiquement, même aujourd'hui. Le risque de vous surprendre, c'est que sur le Canada, sur certaines parcelles, on fait de l'irrigation, alors que c'était impensable avant. Tout simplement parce que c'est plus aussi régulé qu'en le passé. Et aussi parce qu'ils ont aussi hérité une culture, on va dire, économique, néoclassique. Et que, donc, ces changements de paradigme se font également chez eux, mais je trouve aussi, par rapport à ce qu'on fait au Maroc déjà, sur les structurations des financements, sur le débat que nous avons aujourd'hui, c'est un débat de très haute facture, et je pense que par ailleurs, je n'ai pas vu ça par ailleurs avec la même profondeur. Et donc je pense qu'on est sur le bon chemin, d'un point de vue conscience. Cela dit, les challenges sont importants, et on a besoin de faire du travail fortement, notamment au niveau des sciences sociales, parce que souvent la problématique de l'eau est une problématique d'ingénierie. Faire des barrages, faire des trucs, etc. Même aujourd'hui, on part faire des salements et tout. Mais on oublie aussi qu'il n'y a pas que le volet technique, il y a aussi le volet social qui est fondamental. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.